Bonjour à tous, bonjour à mes chers maîtres, bonjour à l'ensemble de l'assistance. Un grand merci au comité exécutif et à sa tête, le docteur Sihan Zaimi. Et sans plus tarder, je vais tout de suite vous parler de la fibrillation atriale chez l'athlète. Jusqu'où peut-on aller? Alors, je ne vous apprends rien en vous rappelant que la fibrillation atriale est l'arythmie supraventriculaire la plus fréquente dans notre pratique quotidienne. Et comme vous le savez, c'est une maladie dont la prévalence est en hausse avec le vieillissement de la population pour de très nombreuses raisons. D'abord en raison du vieillissement de la population, mais en raison du nombre important des comorbidités qui s'y associent. Mais de plus en plus, on commence à retrouver les facteurs en lien avec le mode de vie comme étant des facteurs de risque de développer de la fibrillation atriale et en particulier la pratique sportive, et notamment des sports d'endurance. Alors, l'ensemble de ces données ont en effet été démontrées par cette méta-analyse et revue systématique qui a en effet évalué quel était le risque de faire de la fibrillation atriale dans la population des athlètes. Et dans ce travail, en effet, il a été démontré que les athlètes ont une incidence de faire une fibrillation atriale qui est 2,5 fois plus élevée que la population générale et que cette incidence, elle est particulièrement retrouvée chez les athlètes qui font des sports d'endurance et des activités mixtes, et que ce pic de la fibrillation atriale est retrouvé chez les jeunes athlètes de moins de 55 ans, tandis que l'incidence diminue au fur et à mesure que l'on rejoint la population générale. Donc tout ceci pour montrer effectivement qu'il y a une vraie relation entre la fibrillation atriale et la pratique sportive. Et cette relation, eh bien, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui a déjà été démontré sur ce papier qui date déjà depuis plus de 10 ans, qui avait repris un petit peu les résultats de 3 études indépendantes et qui avait en effet démontré que la prévalence de la fibrillation atriale était particulièrement corrélée avec la charge et l'intensité de l'exercice physique. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la première partie, il y a bien un effet bénéfique à la pratique sportive avec une réduction de la prévalence de la fibrillation atriale pour les exercices d'intensité plutôt faibles. Et à partir du moment où le patient commence à avoir une activité physique plus modérée ou voire même beaucoup plus intense, eh bien, il y a une vraie relation exponentielle avec une augmentation de la prévalence de la fibrillation atriale et tout ceci parallèlement à l'ensemble du remodelage électrique, anatomique et structurel que l'on peut même voir à l'étage des échographies qui sont faites chez ces patients-là. Alors, quelles sont les caractéristiques communes à la fibrillation atriale induite par l'effort? Eh bien, le plus souvent, c'est une histoire qui va commencer par de la fibrillation atriale paroxystique, tout comme l'histoire naturelle de la FA dans la population générale. Il s'agit le plus souvent de sujets de sexe masculin qui font de l'exercice physique soutenu et en particulier de l'endurance avec des gros volumes horaires par semaine, le plus souvent dépassant 8 heures par semaine pendant une durée prolongée d'au moins 6 mois. Et le plus souvent, ce sont des sujets qui sont complètement sains et sans cardiopathie structurelle sous-jacente. Alors, comment diagnostiquer cet EFA? Et c'est vrai que dans le contexte particulier de l'athlète, c'est beaucoup plus difficile. Quoi qu'il en soit, il va falloir éliminer un certain nombre d'affections médicales tout comme la population générale, il faudra traiter une hypertension, rechercher une coronaropathie, corriger une éventuelle hyperthyroïdie, rechercher certains troubles du rythme tels que les syndromes de préexcitation ou certaines maladies cardiaques électriques, documenter cette fibrillation atriale par un ECG 12 dérivations si le patient fait des épisodes de fibrillation atriale symptomatiques et prolongés dans le temps. Mais on sait très bien que dans le contexte particulier de la population athlétique, le diagnostic est beaucoup plus difficile en particulier lorsque ces épisodes sont de courte durée ou alors ressentis au moment de l'exercice physique. Et c'est là où il va falloir peut-être donner un petit peu de place aux outils connectés pour pouvoir essayer de dépister ces épisodes d'arythmie qui peuvent survenir au décours d'un exercice physique. Alors, les recommandations européennes datent déjà depuis 2020 et on a à notre disposition un récent consensus qui a été publié en 2024 qui offre l'avantage de tracer un petit peu tout le parcours de soins du patient athlète depuis son évaluation jusqu'au traitement et à la possibilité même de retourner à l'exercice physique. Alors maintenant, comment prendre en charge cette fibrillation atriale induite par le sport? Évidemment, si le patient fait un épisode de FA qui est symptomatique au décours d'un exercice physique et en particulier au décours d'un sport d'intensité élevée, il faut absolument arrêter l'exercice physique immédiatement, essayer de faire un tracé ECG
ou un tracé par une monopiste sur les montres connectées pour essayer de dépister un éventuel pattern de préexcitation. Ça fait partie justement des précautions qu'il va falloir justement sensibiliser auprès du staff médical. Autrement dit, si le patient fait des épisodes qui sont plutôt paucisymptomatiques ou voire même asymptomatiques, diagnostiqués en dehors de l'exercice physique, eh bien, l'athlète pourra poursuivre son exercice physique et ses entraînements pendant toute la durée de l'évaluation. Alors, on ne peut envisager la prise en charge de la fibrillation de l'athlète sans prendre en considération les mesures hygiéno-diététiques qui sont la pierre angulaire de la prise en charge de la F1. Il faut absolument contrôler le profil tensionnel du patient si votre athlète a déjà une hypertension artérielle installée, dépister une éventuelle apnée de sommeil et surtout éviter tous les facteurs déclenchants qui peuvent également être retrouvés chez l'athlète, tels que la consommation d'alcool, la caféine, le stress évidemment, et surtout l'usage des stéroïdes anabolisants qui sont également impliqués dans le remodelage électrique atrial et qui ont déjà été démontrés dans un certain nombre de papiers. Et donc, dès lors que cette fibrillation atriale est documentée chez l'athlète, il va falloir le sensibiliser pour réduire un petit peu la charge de l'exercice physique et passer à des exercices physiques de moindre intensité pour pouvoir stabiliser un petit peu les choses. Mais est-ce que le déconditionnement est suffisant pour pouvoir traiter cette fibrillation atriale? Eh bien, on sait effectivement qu'à un stade extrêmement précoce de l'histoire naturelle de la FA, dans sa forme paroxystique, le fait de déconditionner l'athlète avec un arrêt d'entraînement pendant 2 mois est suffisant pour stabiliser le rythme sinusal, mais cependant, on n'a pas suffisamment de données pour démontrer en effet qu'il y a un vrai lien entre le déconditionnement, l'impact sur le remodelage atrial et la réduction de la charge en fibrillation atriale chez cette population qui est particulièrement exposée à la FA. Et donc, il va falloir justement trouver d'autres solutions. Y a-t-il une place pour les traitements médicamenteux dans le contexte particulier de la FA de l'athlète? Eh bien, oui, si le patient fait de la fibrillation atriale qui est symptomatique et si celle-ci s'installe dans le temps, on pourra lui proposer un certain nombre de traitements ralentisseurs tels que les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques ou les digitaliques. Mais là encore, on sait très bien que ces médicaments ne sont pas de prescription aisée pour la simple raison que ce sont des patients qui souvent ont des fréquences cardiaques spontanément déjà très basses. Et deuxièmement, on connaît également l'impact de ces traitements sur les performances à l'effort. Donc, c'est des médicaments qui très probablement ne feront pas partie du panel des traitements chez ces patients-là. Maintenant, y a-t-il une place pour les traitements antiarythmiques? Et à ce titre, on a essentiellement le disopyramide qui est particulièrement efficace dans la fibrillation atriale qui est bradydépendante. Mais là encore, il faut pas oublier que ce sont des médicaments qui peuvent avoir un effet pro-arythmogène et donc leur prescription est souvent extrêmement limitée. Qu'en est-il par rapport à la prescription du flécaïnide, qui est effectivement très efficace dans la population générale qui souffre de fibrillation atriale paroxystique et que l'on utilise assez souvent dans la stratégie de cardioversion précoce? Et le pill in the pocket peut être une alternative pour les athlètes qui font de la fibrillation atriale paroxystique, mais attention, attention, là encore, la prescription de ce médicament doit être souvent, voire même obligatoirement associée à un traitement bêta-bloquant, car dans le cas de figure où le patient fait un épisode de flotteur atrial ou de tachyartrie à cadence ventriculaire rapide, eh bien c'est un médicament qui peut causer des dégâts, voire même irréversibles. Et d'ailleurs, à ce titre, pour les athlètes qui font de la FA paroxystique et qui sont sous traitement au long cours, il est recommandé d'arrêter ce traitement au moins 1 à 2 demi-vies avant une compétition pour éviter justement les effets pro-arythmogènes de cette molécule, en particulier lors des états de déshydratation qui accompagnent souvent la pratique sportive. Maintenant, est-ce que l'athlète qui fait de la fibrillation atriale paroxystique ou autre est exposé à un risque d'AVC? Eh bien, pour répondre à cette question, il y a eu un papier qui a évalué justement l'incidence de la FA et des AVC chez les skieurs de fond dans les pays nordiques. Et en effet, lorsque l'on regarde l'incidence de la fibrillation atriale chez ces patients-là, eh bien, les femmes sont beaucoup moins susceptibles de faire de la fibrillation atriale comparativement aux athlètes de sexe masculin. Et enfin, lorsque l'on regarde quelles sont les conséquences et le risque de faire un accident vasculaire cérébral, eh bien, comparativement à la population générale, la population des athlètes, aussi bien des femmes et des hommes, ont beaucoup moins de risques de faire un accident vasculaire cérébral avec une réduction de près de 30 à 40 montrant là encore que la pratique de l'activité sportive
a tout de même un effet qui est protecteur, notamment sur la survenue de ces événements thromboemboliques. Alors, dans le contexte d'un risque de faire un AVC, il faut absolument stratifier le risque de ce patient et nous utilisons tous dans notre pratique la stratification du risque utilisant le score Schatz-Vass, qui est un score qui est extrapolé à la population athlétique, puisque c'est un score qui n'a pas été étudié dans cette population, mais que l'on utilise pour pouvoir au moins dépister les patients qui sont à risque. Et dès lors que ce score Schatz-Vass est supérieur à 2, quel que soit le sexe, eh bien, il faut anticoaguler le patient. Et là encore, la prescription des DOAC sera utilisée de manière préférentielle à un traitement par antivitamine K. Maintenant, qu'en est-il par rapport aux patients aux athlètes qui font des sports de contact pour lesquels il y a un risque de traumatisme avec un risque hémorragique qui est plus élevé? Eh bien, dans cette catégorie-là, on pourra discuter une occlusion de l'auricule gauche, et c'est une indication qui peut être considérée. C'est une recommandation de classe 2B, mais là encore, la stratégie décisionnelle doit prendre en considération les préférences de l'athlète ainsi que de son staff médical. Mais là encore, on n'a aucune donnée sur l'arrêt temporaire d'un traitement anticoagulant pour pouvoir pratiquer une compétition ou autre. Faut-il contrôler le rythme ou contrôler la cadence ventriculaire? Les stratégies de prise en charge de la fibrillation atriale chez l'athlète doivent être absolument individualisées et doivent prendre en considération un certain nombre de paramètres. Tout d'abord, les symptômes du patient. Quels sont les risques en lien avec la prescription des différents médicaments préalablement cités? Quels sont les risques qui sont en lien avec les stratégies ablatives? Et là encore, il y a une vraie discussion avec tout le staff du patient et surtout, quelle est la préférence de l'athlète ainsi que de son staff. Mais quoi qu'il en soit, la stratégie de contrôle du rythme sera toujours préférée par rapport à une stratégie de contrôle de la cadence ventriculaire chez les patients souffrant de fibrillation atriale symptomatique. Et là encore, cette donnée, eh bien, elle repose sur un certain nombre de preuves scientifiques et on a suffisamment d'arguments dans différents papiers, et en l'occurrence cette revue et méta-analyse, qui a repris à peu près 18 études et qui a en effet démontré la supériorité d'une stratégie ablative par rapport à un traitement médicamenteux, et tout ceci sur des critères forts de mortalité cardiovasculaire, d'hospitalisation cardiovasculaire, de récurrence d'arythmie atriale. Et plus tôt sera réalisée cette stratégie ablative, meilleurs seront les résultats. Et les résultats de ces 3 grands essais, Early AF, Stop AF et CryoFirst, avaient en effet démontré qu'une stratégie ablative en première ligne chez des patients naïfs de tout traitement antiarythmique et souffrant de fibrillation atriale paroxystique symptomatique, eh bien, l'ablation faisait beaucoup mieux en termes de récurrence d'arythmie sur le long terme. Alors maintenant, qu'en est-il dans le contexte particulier de la population athlétique? Est-ce que les résultats que l'on obtient avec la population générale sont extrapolables avec la population des athlètes? Eh bien, on n'a pas beaucoup de données dans la littérature, mais dans ce papier qui a repris les données de 144 patients souffrant de fibrillation atriale, majoritairement dans les 2 tiers des cas, c'était de la FA paroxystique. Ces patients ont été suivis pendant une durée de 3 ans et ont bénéficié d'une stratégie ablative dans un délai de moins de 2 ans par rapport au premier diagnostic de la FA. Vous avez à votre droite les courbes qui montrent un petit peu les résultats en termes de récurrence d'arythmie. Comme vous pouvez le voir sur le tracé A, eh bien, les patients qui souffrent de fibrillation atriale paroxystique, ce sont eux qui répondent le mieux à la stratégie ablative avec un taux de récurrence d'arythmie atriale qui est beaucoup plus bas comparativement aux autres formes de fibrillation atriale paroxystique. Ces résultats sont bons aussi bien dans la population qui font de la compétition de la même manière que les athlètes qui font de l'endurance ou d'autres activités sportives. Et enfin, plus tôt sera réalisée cette stratégie ablative, meilleurs seront les résultats. Et ces données sont extrêmement claires. Et même si on a besoin de reprendre le patient en raison d'une reconnexion des veines pulmonaires, eh bien, au terme de 3 années de suivi, eh bien, les meilleurs résultats sont retrouvés essentiellement pour les athlètes qui font de la fibrillation atriale paroxystique. Donc oui, l'isolation des veines pulmonaires est une procédure qui est safe, qui est efficace chez les patients souffrant de fibrillation atriale, et surtout, c'est une technique qui va permettre d'éviter la prescription des traitements antiarythmiques au long cours. Et ces données ont été également reprises par le consensus d'experts qui montre en effet que la stratégie qui vise à isoler les veines pulmonaires est l'approche qui doit être recommandée en première intention, plus ou moins couplée à une stratégie d'ablation de l'isthme cavo-tricuspide si le patient
a fait un épisode de flotteur atrial documenté. Pour les formes de FA paroxystiques symptomatiques mais très peu fréquentes, on peut se contenter d'une stratégie pill in the pocket avec comme bémol l'arrêt des traitements antiarythmiques avant la pratique sportive. Et enfin, pensez surtout à explorer les jeunes adultes athlètes qui font de la fibrillation atriale, puisqu'il est possible que cette FA soit en lien avec une arythmie supraventriculaire qui est tout à fait curable. À titre d'exemple, une réentrée intranodale ou une réentrée sur une voie accessoire. Maintenant, dans quel délai doit-on reprendre l'activité sportive? Et le retour à la pratique sportive après une ablation de FA est tout à fait envisageable sur la base d'un protocole de reprise progressive de l'entraînement sur 6 semaines. Ce qui est certain, c'est qu'il faut au moins attendre 2 à 4 semaines avant de pouvoir reprendre l'activité sportive, sous réserve d'une épreuve d'effort démontrant qu'il n'y a pas de récidive de FA ni d'extrasystole atriale, et privilégier une charge d'entraînement progressive avec une augmentation par palier de plus de 20% chaque semaine. Et pendant toute la durée des 3 premiers mois, eh bien, le patient devra être maintenu sous traitement anticoagulant afin de favoriser une bonne cicatrisation des différentes lésions qui ont été appliquées au niveau de l'oreillette gauche. Donc, en conclusion, oui, le risque de faire de la fibrillation atriale chez l'athlète existe, et il existe, selon une relation en U, avec une réduction de l'incidence de la FA pour les formes d'activité physique de basse intensité, mais un risque de faire de la fibrillation atriale qui est beaucoup plus marqué pour les athlètes qui font de l'endurance et les exercices physiques de très haute intensité. Pensez à investiguer vos patients en termes d'arythmie supraventriculaire qui est tout à fait curable, et je pense notamment à la préexcitation ventriculaire et aux réentrées intranodales. Le déconditionnement n'est pas suffisant pour pouvoir traiter la FA chez l'athlète. Et enfin, les recommandations sont très claires. La stratégie ablative en première ligne visant à isoler les veines pulmonaires doit être proposée pour les athlètes qui font de la fibrillation atriale symptomatique, sans oublier qu'il est obligatoire d'avoir une approche holistique intégrant la prise en charge de l'ensemble des comorbidités qui s'associent à cette pathologie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.